Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Fabrique des investisseurs, c'est Jérôme, j'espère que vous avez la forme toutes et tous pour ce nouvel épisode, pour cette nouvelle semaine qui démarre. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, j'ai un invité exceptionnel avec moi, avec un petit garçon de 5 ans. Bonjour Paul, comment ça va ? Bien. Bon, super. Donc les amis, aujourd'hui c'est mercredi, c'est jour des raviolis et c'est jour des enfants également à la maison. Donc j'étais gentiment en train de démarrer le tournage de mon podcast quand Paul il m'a dit « Papa, est-ce que tu peux venir faire du coloriage avec moi ?» Je me suis dit « pourquoi pas, on va aller faire du petit coloriage ensemble. » Et après j'ai eu une idée, je me suis dit « Et si Paul il participait un petit peu à cet épisode de podcast avec moi ? T'es d'accord ? » Oui. Ok, bon top. Alors ce que j'ai décidé dans cette introduction, c'est Paul, mon chéri, de te poser 5 questions sur mon métier, d'accord ? Est-ce que tu es ok pour répondre à mes questions ? Oui. Ok. Bon, alors déjà, je vais te demander, est-ce que tu sais ce que je fais comme travail ? Comment t'expliquerais toi, avec tes petits mots à toi, mon travail à moi ? Alors, tu veux que je leur dise quoi ? Tu leur dis ce que tu veux. Qu'est-ce que je fais comme métier ? Ce qu'il fait comme métier, ça veut dire qu'il le fait... il répare les appartements cassés. Ça, je le connais depuis que j'ai 3 ans. Ok. Peut-être 4 ans. Ok. Donc ça, je répare les appartements cassés. Ok, donc d'accord. Et est-ce que tu crois que c'est facile ou c'est difficile comme métier ? Des fois, quand ils sont vraiment un peu plus cassés, c'est un petit peu difficile. Mais par contre, sinon, ça peut être facile. Ok. Et pourquoi, à ton avis, papa, il achète des appartements qui sont cassés ? Pour les vendre Ouais. et les réparer. Ouais, ok. Et c'est quoi le but de tout ça ? Gagner des sous un petit peu quand même ? Gagner des sous et Pour partir en vacances, Ouais. pour acheter une batterie. Ah bah oui, on vous a pas Et de dit. toute façon, c'est bientôt qu'il va acheter une batterie. Ah bah oui, on vous a pas dit les amis, parce que vous qui m'écoutez depuis des années, je vous ai pas révélé ce talent caché. Bon bref, il y a quelques années de ça, il y a une dizaine d'années, quinzaine d'années maintenant, putain ça me vieillit. Et je dis ça, je suis sorti hier soir en concert à Rennes. Mais j'avais un groupe de musique, un groupe de rock rennais avec 2 copains. Non, c'était... C'est quoi qu'ils avaient fait comme danse que je t'avais dit hier, Ah je sais plus. Bon. papy, mamie. Ah oui, du rock'n'roll, ah oui. Oui, du rock'n'roll. Ouais. Ils avaient mis une chanson de rock'n'roll. Et du coup, voilà, papa il va reprendre la batterie parce que ça fait 10 ans que j'ai arrêté et j'ai vraiment envie de reprendre parce que ça me manque. Et comme ça, Paul, on va pouvoir, avec les sous des appartements, acheter une batterie pour que je t'apprenne aussi à jouer comme La batterie. La batterie, exactement. Et aussi, j'ai déjà un petit peu appris chez des copains. Oui, c'est vrai que tu as essayé le dur, tu as un petit peu appris. Bon, top. Donc toi, du coup, ça nous emmène à la question suivante. Si tu pouvais acheter quelque chose, là, si demain tu gagnais des sous, de l'argent, tu achèterais quoi ? Qu'est-ce qui te ferait plaisir à acheter ? Par contre, la moto, ça sera une vraie moto, ça sera quand je serai un petit peu plus grand. Ouais, quand même. Faut des poils aux jambes. Pour avoir une moto, ça veut dire qu'on est un adulte. Oui, mais aussi, peut-être si on a... Quel âge tu crois ? À quel âge on peut avoir une moto ? Il faut 18 ans. Peut-être 18 ans. Donc ça, toi, si tu gagnais des sous, tu achèterais une moto. Ouais, mais il y a d'autres choses que j'aime. Alors vas-y, explique aux personnes qui nous écoutent. Il y a peut-être... quoi d'autre qui peut exister ? Bon, il y a plein de choses qui peuvent exister. Tout ce que tu veux, qu'est-ce qui te fait rêver ? Il faut rêver, papa, il te dit toujours de rêver. Un peu à ce qui le fait rêver. Et peut-être que du coup, tu peux expliquer, toi, ce que tu mets dans ta tirelire. Ça sert à quoi, la tirelire ? Parce que tu as une petite tirelire. Du coup, la tirelire, ça sert à mettre des sous. Mm-hmm. Moi, j'en ai déjà beaucoup parce qu'il y avait mon copain Charlie qui m'en avait donné.
et papa aussi. Mhm. Et qu'est-ce que ça va servir à quoi les sous de la tirelire? Les sous de la tirelire, ça va servir à acheter des choses qui coûtent très cher. D'accord, ok. Bon, bah top. Pour acheter des choses qui coûtent très cher, il faut beaucoup d'argent. Oui. Mais Et pour avoir de l'argent, il faut travailler travail. et réfléchir et être courageux. Hein? Oui. Ah, ok. Et quand je serai plus grand, eh ben, je vais travailler. Ah bah tu sais quoi? C'est rigolo parce que c'est ma prochaine question. On va terminer. Travailler. Tu me coupes la parole là? Du coup, et Ok. du coup, nous, on a envie de gagner de l'argent pour acheter plus de choses parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous intéressent. Ah ouais, d'accord. Ok. Ouais, moi j'ai pas beaucoup de choses qui m'intéressent. Moi, ce qui est le plus important, c'est de profiter avec vous. Et aussi de faire les Lego, Ah oui. les Playmobil. Ouais, ça par contre, ça on adore. Hein. Mm. Ok. Et même, on avait déjà commencé le vaisseau du bouffon vert. Avec Spider, la voiture. Est-ce que tu Oui. crois que les gens, ça les intéresse vraiment ça? Non. Non. Bon. On fait la dernière question et puis après papa il va continuer tout seul? Non, après, je continue avec toi. Ah bon? Bon, alors, autre question. Dernière question, ok. Et plus tard, toi, est-ce que tu aimerais faire le même métier que papa? Est-ce que tu aimerais faire autre chose? Bah, peut-être autre chose. Ouais, comme quoi? Bah, j'aimerais bien faire du chantier, Ok. mais pas réparer les appartements cassés, hein, les construire. Ah, de la construction, toi. Avec des grues, des gros Oui. camions? Et des tractopelles, Ok. des camions bennes, des tractopelles et des camions bennes. Ok, ça marche. Bon bah mon chéri, merci beaucoup pour cette introduction. Vous l'avez entendu, vu de l'extérieur mon métier il a l'air simple. Hein. Et puis est-ce que papa il travaille beaucoup tu crois? Bah oui, souvent il fait beaucoup d'appels. Il appelle souvent beaucoup ses collègues parce que il travaille beaucoup et il regarde souvent son téléphone et son ordinateur. D'accord. Mais des fois je m'occupe de toi quand même. Oui. Ok, bon c'est le plus important ça. Oui, par contre, le plus important, c'est de travailler tout seul et si y a quelque chose qui est trop dur, et ben on peut appeler, mais après on continue tout seul. Ok, ça marche. Bon, eh bien tu dis au revoir à tout le monde. Au revoir tout le monde. Bonne journée, tu dis peut-être à une prochaine. Hein. Tu reviendras peut-être. Une prochaine. Allez, bisous, ciao ciao. Mais je veux bien continuer avec vous, hein. Avec toi, je veux dire, papa. Bon voilà les amis, j'espère que cette petite introduction vous aura fait sourire. En tout cas, bon voilà, c'était le petit côté fun de cette matinée. On va maintenant passer au sujet du jour. On va être un peu plus sérieux sur la suite. Aujourd'hui, je vais vous partager les 7 leçons que j'aurais aimé savoir avant finalement d'investir les 12 millions d'euros que j'ai réalisés sur ces 5 dernières années. Voilà, sur ces 5 dernières années, j'ai investi plus de 12 millions d'euros, j'ai visité plus de 1000 biens, j'ai accompagné des dizaines et des dizaines d'investisseurs et vécu à peu près toutes les galères possibles et inimaginables sur le sujet, enfin voilà, dans l'investissement immobilier. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous partager vraiment les 7 leçons qui m'auraient fait vraiment plaisir de connaître avant de me lancer parce qu'elles m'auraient fait gagner du temps, de l'argent et surtout certainement de la sérénité. Donc c'est parti, accrochez-vous. Donc la leçon numéro 1, c'est d'avoir un plan d'investissement. Avant d'acheter un bien, il faut avoir une vision. C'est comme finalement partir en voyage sans GPS. Si tu n'as pas de vision, tu ne sais pas où tu vas. Ou j'aime bien prendre cette métaphore relative aux pirates. Les pirates, ils avaient des cartes au trésor qui les emmenaient, qui les dirigeaient vers l'emplacement du trésor et sans carte, c'était pas possible d'y arriver. Et bah toi, c'est pareil. Avec ta vision, tu vas pouvoir rêver, imaginer où est-ce que tu vas aller, c'est quoi finalement, pourquoi tu vas faire de l'immobilier et à quoi ça va te servir. Ça peut être par exemple avoir plus d'aisance financière, générer des revenus complémentaires peut-être pour partir plus souvent en vacances, ça va peut-être pour
pour faire ce fameux voyage en tour du monde, ça peut être pour diminuer un petit peu ton temps de travail, pour souffler un peu, lever le pied, t'offrir une belle voiture, que sais-je, une belle maison, une maison au bord de la mer, peu importe. Il faut absolument que tu aies une vision. De cette vision, on va en déterminer finalement des objectifs financiers pour pouvoir atteindre justement cette vision. Et ensuite, on va décliner ça en temporalité. C'est vraiment par là où je démarre mes accompagnements, on part de ça. Et après, c'est combien tu veux générer, voilà, c'est quoi le montant de capital que tu veux soulever, que tu veux investir, quel est le montant de cash flow, etc. Et après, on en décline finalement une stratégie d'investissement, colocation, location courte durée, immeuble de rapport, marchand de biens. Bref, sans plan, il faut te dire que tu vas subir les choses, tu vas perdre du temps. Avec un plan, tu vas maîtriser les choses, tu as un cap, tu as une direction. Et ça, c'est clairement la première étape pour moi que trop de gens négligent. Trop de personnes se lancent dans l'investissement immobilier. Voilà, peut-être qu'il y a un effet de mode en se disant je vais faire comme tout le monde, ou alors c'est cool, je vais acheter un bien, deux biens, mais bon bref. Et beaucoup de personnes vont s'arrêter là, et peut-être même que des personnes vont être dégoûtées parce que ça va pas bien se passer. Moi, c'est clairement ce qui s'est produit pour moi, hein, je le rappelle, sur mon premier immeuble acheté en 2020, je suis passé à côté d'une toiture amiantée qui m'a coûté 40 000 euros au lieu de changement de Velux simple qui me coûtait 12 ou 15 000 euros, je sais plus. Bref, donc j'ai vraiment vécu des grosses galères sur ce premier projet. Il a fallu que je sois accroché, il a fallu finalement pour surmonter cette épreuve parce que les artisans voulaient pas prendre le chantier, bref, ça a été un enfer, pas possible. Il a vraiment fallu que je m'accroche à cette vision, à mes objectifs, à mon pourquoi, pour aller passer cette épreuve qui était vraiment très compliquée à l'époque. Donc voilà, j'ai passé pas mal de nuits blanches à me demander putain Jérôme, qu'est-ce que t'as fait, mais je me suis accroché à cette vision et c'est ce qui m'a permis vraiment de tenir sur ces premières épreuves et ensuite d'accélérer par la suite. La deuxième leçon, c'est le fait de pouvoir prendre des décisions ultra rapides. J'ai tendance à dire les meilleures affaires ne se trouvent pas, elles se décident vite. Un bon investisseur, c'est quelqu'un qui analyse vite, qui tranche vite et qui agit vite. Pendant que certains réfléchissent, d'autres signent. Ça, c'est primordial. Il faut que tu puisses être en capacité d'identifier les bonnes affaires avec des critères essentiels et ce en 5 minutes. De calculer une renta sur ton téléphone en 30 secondes. Et voilà, de pouvoir te positionner et être en capacité à également te fier à ton instinct. Alors l'instinct, c'est pareil, ça c'est quelque chose qui va se développer avec l'expérience. Typiquement aujourd'hui, quand je visite un bien, voilà, j'ai le petit radar qui s'affiche, hein, enfin c'est pas le mot, mais qui sonne en mode oh là là, c'est une pépite, décide-toi vite. Ou alors au contraire, non là il y a trop de petits trucs qui me font penser que ça va être un projet soit à risque ou complexe ou sur lesquels j'ai pas envie de m'emmerder, qui va me prendre trop de temps. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui va se développer, hein, ton instinct, ton sixième sens d'investisseur, donc ça c'est ok si tu l'as pas tout de suite, mais néanmoins, là tu vois, si je te donne un petit exemple, sur les 2 dernières opérations que je vais faire, l'un sur un projet de marchand de biens dont je te parle depuis des semaines, cette opération là, j'ai vu l'annonce, j'ai appelé, j'ai fait du forcing pour avoir tous les éléments, ce qui m'a permis de cadrer le projet pour la visite, et puis en sortant de visite le lendemain, j'ai fait une offre au prix sans condition parce que je savais que si c'était pas moi qui le prenais, c'était quelqu'un d'autre. J'avais fait du forcing pour être numéro 1 à visiter cette opportunité et il faut se décider tout de suite. De la même façon, sur un autre projet là sur du locatif, pareil sur un dossier off-market qui est jamais tombé nulle part, je fais la visite du bien et derrière je fais une offre en fait, parce que quand tu as des métriques, encore une fois je connais les secteurs, je connais mes chiffres, et quand tu as des chiffres, et encore une fois les chiffres ne mentent pas, donc voilà, tu dois être en capacité pareil d'estimer tes travaux à partir de photos, à partir de DPE, à partir de surface au sol, tout ça c'est cette montée en compétence là que tu dois avoir.
Et l'intérêt de tout ça, c'est justement pouvoir, en un claquement de doigts, dire oui ou merde et pouvoir griller justement la politesse et la priorité aux autres. Si ça te tente d'ailleurs, si tu veux aller plus loin, j'ai fait une masterclass de 0 à 1500 € de cash flow, un guide complet pour passer à l'action sans tourner en rond. Je te mets un lien dans la barre de description. C'est une masterclass voilà, que j'ai tournée en ligne. Voilà, une petite vidéo qui dure une vingtaine de minutes qui sera disponible et téléchargeable juste en dessous dans la barre de description de l'épisode. La troisième leçon, je t'en ai parlé un petit peu avant, c'est que tu dois devenir intarissable sur ton secteur. Qu'est-ce qui fait la différence finalement entre un bon investisseur et un mauvais? C'est être en capacité à reconnaître une bonne affaire avant même d'ouvrir la porte. C'est exactement ce que je te racontais juste avant, que sur les précédents dossiers, j'ai obtenu les informations du secteur et je savais par rapport aux chiffres qui se présentaient à moi, les prix affichés sur les biens et les travaux, que c'était une bonne affaire avant même de me déplacer. Et c'est exactement ça que tu dois comprendre. Tu dois apprendre les prix moyens de ta ville, par quartier, limite par rue, les loyers réels, la demande locative, quels sont les projets d'urbanisme à venir, quels sont les quartiers en devenir. Tant que tu ne seras pas finalement devenu expert de ton secteur, que tu ne maîtriseras pas parfaitement les choses, tu perdras forcément en réactivité. Et quand on te présentera un bien, tu ne seras pas forcément en capacité de savoir si c'est une affaire moyenne, une bonne affaire ou une dinguerie, une pépite. Donc voilà, apprends vraiment à maîtriser ton secteur. C'est quelque chose qui est vraiment primordial. La quatrième leçon, c'est tu t'enrichiras dans la poussière. La rentabilité se cache dans la valeur ajoutée, pas dans un bien clé en main. J'étais l'autre jour, je vais t'illustrer ça avec une élève de mes premiers accompagnements, Déborah, qui a acheté un premier bien. On avait revu sa stratégie initiale, bref, elle a acheté son premier bien et là elle va enchaîner par un deuxième. Elle me dit Jérôme, j'ai la dalle. Donc elle réserve un coaching avec moi et elle me présente des biens. Et là je lui dis non mais Déborah, là tu fais fausse route, recentre-toi. Tous les biens que tu me présentes, c'est des biens, t'as aucune optimisation à apporter, t'as aucune valeur à apporter. Tu l'achètes à un prix qui est ok, prix de marché moyen, enfin prix de marché on va dire, mais finalement à l'instant T c'est pas l'affaire du siècle quoi. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est les chantiers, la poussière et j'ai envie de dire les imprévus, même si ça se minimise, c'est là-dedans que tu vas créer de la richesse. Tu dois, dans des projets, trouver de l'optimisation sur de l'espace, du changement d'usage, des travaux de rénovation, des optimisations de DPE, de la division. Bref, tout ce que les autres vont éviter, toi, ça doit devenir ton terrain de jeu. Un bien à rénover, c'est pour moi un potentiel de marge, de plus-value et de levier fiscal en plus, avec des travaux. Donc, dis-toi que la poussière, c'est vraiment le parfum du profit. C'est là-dedans que tu vas t'enrichir. Ça, c'est pareil. Encore une fois, ce sont des compétences qui s'apprennent sur lesquelles tu vas progresser au fur et à mesure de ton apprentissage et de ta carrière d'investisseur. Alors, bien sûr, il y a des raccourcis à prendre. En te formant, en te faisant accompagner, tu vas finalement surfer sur l'apprentissage et l'expérience de quelqu'un pour pouvoir comprendre ces mécanismes beaucoup plus rapidement. Donc voilà, mais dis-toi que l'enrichissement va vraiment se faire à travers de la poussière. Et c'est vraiment, c'est pas cliché, hein, c'est voilà, les bonnes affaires, t'auras des emmerdes, des travaux à gérer, et c'est ok. Et si tu veux devenir un investisseur rentable, un investisseur qui fait des bonnes affaires, c'est vraiment là-dessus où sur lequel il faut t'orienter. La cinquième leçon, hyper importante, et là c'est vraiment une note à moi-même, dimensionne ta première affaire à la hauteur de tes compétences. Ne vise pas la lune dès ton premier projet. Commence petit mais pense grand. Voilà, ça c'est vraiment un truc que j'aurais dû me dire à l'époque. Je t'ai parlé juste avant là de mon immeuble à travers mon immeuble de silo là sur mon premier dos à travers lequel je suis passé à côté d'une toiture. Donc ça m'a coûté de l'argent supplémentaire, ça m'a coûté beaucoup de soucis, des nuits blanches et pour moi ton niveau de compétence doit dicter également ton niveau de risque.
Sinon, ça peut être le stress assuré ou alors la catastrophe. Tu fais un premier dossier et finalement, tu n'en feras pas d'autres parce que tu t'es trop planté. Donc, des travaux mal gérés, des erreurs administratives, voilà, des projets mal calibrés, ça peut être fatal. Ça a failli l'être pour moi à l'époque, c'est pour ça vraiment que je t'en parle. Et c'est pour ça que ta première affaire, elle doit être, comment dire, elle doit coïncider aussi avec le niveau de risque que tu es prêt à prendre. Vaut mieux entre guillemets une petite affaire facile, bien réalisée, pour prendre confiance en toi, pour montrer au banquier que tu as déjà bien fait les choses et qu'il peut te faire confiance sur un autre dossier, plutôt que l'inverse, en disant voilà, tu as fait une première affaire, mais ça s'est pas du tout passé comme prévu. Et j'en vois plein des investisseurs comme ça. J'en vois plein. C'est super de rêver, les amis. Moi, je suis un grand rêveur, j'ai des gros objectifs, je sais où je veux aller, mais il faut en fait monter en compétence au fur et à mesure. Même moi aujourd'hui, après 12 millions d'euros d'investis en IMO, il y a certaines opérations sur lesquelles je ne vais pas aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que soit j'ai pas les compétences à l'instant T. Alors des compétences, ça se développe. À la limite, c'est pas ça qui va me freiner, mais je me dis j'ai pas la bande passante mentalement pour gérer des dossiers comme ça. J'en ai déjà trop en parallèle. Donc j'irai sur des opérations de plus grosse envergure, enfin voilà, je sais de quoi je parle quand je vous le dis, mais quand j'aurai du temps à y consacrer, quand j'aurai voilà, du temps de cerveau disponible. C'est pareil, si tu es complètement sous l'eau à titre personnel ou professionnel, ne va pas t'emmancher dans une opération immobilière, un projet qui va être peut-être trop chronophage, sur lesquels tu vas passer trop de temps et sur lesquels ça va pas le faire parce que tu n'es pas disponible, ce n'est pas le bon moment pour toi. Donc, si toi d'ailleurs ça te tente qu'on fasse ensemble un premier travail de voir c'est quoi un petit peu ton profil investisseur, de voir un petit peu c'est quoi ta première opération idéale, de voir c'est quoi qui te bloque, de voir un peu tes objectifs, tu as dans la barre de description un petit lien Calendly pour réserver un appel avec moi. On prendra le temps pendant 20 minutes, une demi-heure. Je prendrai le temps un petit peu de démêler ta situation et de te donner des pistes pour que tu puisses avancer. Donc voilà, si ça t'intéresse, tu as dans la barre de description un petit lien Calendly pour réserver un appel avec moi. On prendra le temps de discuter ensemble. La leçon numéro 6. Le cash flow, c'est bien, le patrimoine, c'est mieux. Alors, ça, pareil, au début, on a tendance à vouloir tous du revenu immédiat. Le cash flow, c'est sûr que c'est super pour pouvoir enchaîner les opérations, c'est nécessaire, on va pas se mentir. Mais la vraie richesse, c'est finalement celle qui va s'accumuler et qui va se valoriser dans le temps. Ça, je m'en suis vraiment rendu compte en 2021 quand j'ai arbitré mon premier appartement que j'avais acheté en 2010, que j'ai pris une plus-value à 6 chiffres. Et là, je me suis dit, waouh, l'immobilier, c'est trop puissant. Je démarrais à peine ma carrière d'investisseur en 2021. J'avais déjà fait, j'avais fait les projets locatifs, j'en avais fait 2 en 2021. Ouais, voilà, c'était ça. Et finalement, j'ai revendu en 2021 l'appart que j'avais acheté en 2010 quand j'étais jeune, très jeune. Et là, c'est quand on arbitre vraiment un bien qu'on se rend compte de la dinguerie de l'immobilier. Et que l'immobilier, c'est beaucoup. Au final, l'enrichissement, il se fait beaucoup dans le temps. On va pas se mentir, avec l'amortissement du capital, ce que j'appelle moi l'épargne invisible. Donc, j'ai trouvé cette métaphore qui m'a fait rire. Un bon cash flow, c'est une respiration. Un bon patrimoine, c'est une retraite. Donc voilà, vise un secteur qui va être intéressant, que tu auras bien étudié. Du cash flow, tu peux en trouver beaucoup. Je prends dans des endroits qui vont être avec certes de la tension locative, mais potentiellement qui vont pas se valoriser dans le temps. Clairement, si tu investis au bon endroit, au bon moment, avec les bons indicateurs, ton bien il va pouvoir prendre de la valeur sur le bon secteur. Tu vois, tu vas peut-être prendre 10, 15, 20% en l'espace de 5, 6, 7, 8 ans parce que ton secteur il aura évolué, il aura grossi, il y a peut-être, je dis n'importe quoi, l'arrivée d'usines, d'infrastructures ou quoi que ce soit. Et ça, finalement, ça c'est tellement plus puissant que du cash flow. Donc c'est hyper important de comprendre que il faut viser des actifs qui vont également prendre de la valeur. Donc voilà, donc à méditer, même si on a tendance à ne voir que par du cash flow. Aujourd'hui, même moi à l'époque en fait, je pensais beaucoup comme ça. Aujourd'hui, avec l'expérience et le temps, oui, ok, il faut du cash flow pour enchaîner les OP, mais néanmoins, c'est pas une fin en soi.
À la limite, aujourd'hui, je serais capable de me positionner sur des opérations sur lesquelles je vais avoir très peu de cash flow. Par contre, sur un secteur qui, je sais, va prendre dans le temps, ou alors sur lequel j'ai une plus-value latente à la revente du projet. Donc voilà, à réfléchir. La 7e et dernière leçon, c'est le réseau vaut plus que le capital. Ce que tu possèdes n'a aucune valeur sans les bonnes personnes autour de toi. Rien ne vaut, les amis, un bon réseau. L'immobilier, c'est un métier d'homme, un métier de relation, c'est un métier de confiance également. Et ton job en tant qu'investisseur, c'est de bâtir le réseau le plus solide qui soit. Que ce soit tes apporteurs d'affaires, agents immobiliers, notaire ou quoi que ce soit ton banquier, que ce soit ton artisan, ton expert comptable, ton avocat fiscaliste, c'est là-dessus que tu dois t'appuyer. On ne te demande pas de tout connaître au démarrage. Toi, ton job, c'est trouver la meilleure affaire au bon prix, la négocier mieux, bien gérer tes travaux, etc. Enfin, il y a encore la partie travaux, c'est l'artisan, mais tu dois comprendre que tu ne vas pas pouvoir tout maîtriser au démarrage. Ça, c'est important à comprendre parce qu'il y a trop de personnes qui démarrent, qui se disent ah ouais, mais oh là là, c'est trop complexe, il y a trop de choses à savoir. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de choses à savoir, mais décompose-les. Ton premier taf, c'est trouver ta vision, décomposer tes objectifs, trouver ton secteur, trouver ton bien rentable. Voilà, ça c'est la base. Le reste, entoure-toi des personnes compétentes qui vont pouvoir t'amener les éléments de réponse au fur et à mesure de ton projet. Et au fur et à mesure de ta première opération, de ta deuxième, de ta troisième, tu vas apprendre, monter en compétence pour maîtriser de plus en plus les choses. Donc, ça c'est pareil, donc entoure-toi du bon réseau. Également, investis du temps dans des événements immobiliers. Encore une fois, moi à l'échelle locale, j'organise des conférences IMO, j'organise des after-work. Également, mes accompagnements se font également sous forme de groupes pour les personnes qui le souhaitent. Pourquoi le groupe ? Parce que dans un groupe, tu as des synergies, on s'appuie les uns sur les autres, on se challenge, on se questionne, on avance ensemble. Donc ton réseau, les relations que tu vas tisser vraiment dans l'immobilier, c'est vraiment primordial. L'argent va acheter tes murs, ton réseau va t'acheter des opportunités. T'achètes des opportunités. Donc voilà un petit peu ces 7 leçons, les amis. Clairement, le but du jeu, c'est de vous faire gagner du temps, de vous faire prendre des raccourcis. C'est quelque chose, voilà, moi que j'ai entre guillemets mis 5 ans à comprendre. Forcément, j'ai des choses que j'ai bien sûr compris au fur et à mesure. Tout n'est pas arrivé au bout de 5 ans. Mais la conclusion de tout ça, c'est grosso modo, planifie, décide vite, deviens expert de ton secteur. Voilà, ça c'est vraiment le b.a.-ba. N'aie pas peur des travaux, de la poussière. Et puis, encore une fois, reste à ton niveau. Dimensionne vraiment cette OP qui va te correspondre à l'instant T et qui sera évolutive bien sûr. Et ça, je t'en parle vraiment dans la masterclass que j'ai fait. Je te le redis encore une fois, le lien il est dans la barre de description. C'est vraiment très bien illustré. Et après, voilà, pense long terme, cultive ton réseau. Ça, c'est finalement 7 leçons résumées en l'espace de 20 minutes, une demi-heure. Mais par contre, c'est 50 terrains, plus de 1000 visites de projets immobiliers, 12 millions investis, tout ça condensé. Donc c'est à toi maintenant d'en tirer le meilleur, de passer à l'action. Et encore une fois, si tu veux qu'on prenne du temps ensemble pour échanger sur tout ça, tu as le lien Calendly dans la barre de description. C'en est tout pour cet épisode de la semaine. J'espère encore une fois que cette petite introduction avec mon fiston Paul t'aura fait sourire. Encore une fois, voilà, si je te parle de ma vision, moi, je ne vais pas tout dévoiler, mais ma vision, c'est que l'immobilier me serve, et ça me sert déjà aujourd'hui, fort heureusement, à vraiment offrir la meilleure vie possible à ma famille. Voilà, ça va se traduire par un confort au quotidien, ça va se traduire par des moments importants, et mon rêve ultime restera, et c'est vraiment la target de pourquoi j'ai démarré l'immobilier il y a 5 ans, c'est pouvoir m'offrir ce choix, ce luxe de faire un tour du monde avec les enfants dans quelques années. Voilà, ose rêver, définis ta vision également, c'est important. Je vous embrasse, toutes et tous. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un like sur la plateforme de ton choix, Spotify, Apple Podcast. Encore une fois, à chaque fois que je le dis, j'ai l'impression de quémander, ça me saoule, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, on est de plus en plus
à créer du contenu, à créer du podcast. Donc voilà, si toi tu aimes mon travail finalement, parce que c'est du taf, un podcast, ben voilà, manifeste-toi à travers cette petite note sur la plateforme de ton choix, et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. C'était Jérôme. Ciao ciao.